Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Eh bien, nous sommes déjà le 3 août. Bien, quelques petites brèves comme ça, histoire de parler du vivre ensemble. Saint-Ouen, dans le 93, un chauffard fonce sur un piéton et le tue. C'est la nouvelle mode maintenant, c'est de foncer sur les gens en voiture. Ah oui, Étampes. 1500 personnes se rafraîchissent à une base de loisirs au bord d'un point d'eau. 200 jeunes ont participé à une bagarre donnant lieu à une scène impressionnante. Les forces de l'ordre ont dû intervenir avec des gaz lacrymogènes. Tout cela serait parti à cause d'un téléphone portable volé. Oui, nous allons... Ah oui, sur Lyon, toujours Lyon, tiens, ça suffit pas, les histoires de voitures. Un jeune de 20 ans, volant d'une voiture louée d'une valeur de 165 000 euros, c'était une Audi R8, je ne sais pas si vous voyez, et durant le week-end, tard le soir, ce jeune homme s'amusait à slalomer sur la presqu'île, voilà, et à faire cirer ses pneus, etc., etc. Voilà. Bon, il a été arrêté puis relâché, il n'y a pas de preuves, mais voyons. Je viens sur Dupond-Moretti. Dupond-Moretti se félicite du taux historiquement bas dans les prisons, lorsqu'il est allé se faire applaudir par les délinquants, dans les prisonniers. Mais en fin de compte, oui, bien sûr, le taux est historiquement bas dans les prisons, puisque Belloubet les a vidés, je crois, on a vidé 12 à 13 000. Mais que pense-t-il du taux historiquement haut de la délinquance qui sévit dans d'autres beaux pays ? Et de l'insécurité. Ah oui, je sais que l'insécurité n'est qu'une vue d'esprit, qu'un sentiment, et absolument pas une réalité, mais voyons. Bien, Dupond-Moretti, on va s'occuper de son cas. Oui, on va s'occuper de son cas. Qu'est-ce qu'il nous a raconté comme connerie ? Évidemment, Dupond-Moretti devient ministre. Il doit faire une déclaration de patrimoine. Et dans une interview à BFM accordée le 31 juillet, Monsieur le ministre de la Justice a émis un avis tranché sur la déclaration de patrimoine des ministres qu'il qualifie de quelque chose de populiste. L'argent, c'est quelque chose d'intime. Mes enfants ne savent pas ce que j'ai gagné. Je cache mes revenus à mes propres enfants, c'est pour leur donner le goût de l'effort et le goût du travail. Je ne voudrais pas qu'ils se disent on est les fils de bourgeois, ça va, il n'y a pas besoin de faire des études. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Tout ce qu'il possède est du ressort de sa vie privée, nous dit-il, et pourquoi on n'envisagerait pas de rendre public notamment le salaire des journalistes du service public ? Alors là, je suis d'accord avec lui. Ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont des donneurs de leçons dans les médias grand public, et quand on sait ce qu'ils gagnent et où ils habitent et ce qu'ils ont comme maison, c'est bon. Dupond-Moretti nous dit « Je pense que l'on vit dans une époque où l'on exige tout et où le secret, en particulier le secret professionnel, devient suspect. Je n'aime pas la transparence, je pense qu'on vit dans une époque où on exige tout. » Mais il n'aime pas la suspicion. Ben oui, mais bon, quand on voit tout ce qui s'est passé, comment dire, on avait raison d'être soupçonné. D'ailleurs, monsieur n'aime pas la transparence des revenus, du patrimoine des politiques. Mais monsieur est tellement riche pour être de gauche, donc encore une fois, il sort une énormité, si j'étais méchant, grosse comme lui. La transparence, donc, la transparence des revenus, de la fortune, pour quelqu'un qui est un haut poste dans le gouvernement, c'est donc un truc de facho, quoi, voilà. Tout juste, il ne s'est pas mis en place par Vichy, quoi. À la limite, c'est nazi. Enfin, quel toupet, quel mépris, quelle arrogance, quel menteur. Ce monsieur qui s'est déjà fait payer en liquide, en mallette, sur un parking ou sous un autopont, je ne me souviens plus, par des clients, des gros caïds du banditisme. Vous croyez qu'il les a déclarés, ces honoraires ? Vous croyez qu'ils sont dans une banque française ? Notre ministre de la Justice a peut-être au moins commis 3 délits. Non-déclaration de revenus, s'il a touché de l'argent au black. Évidemment, le travail au noir, parce que c'est du travail non déclaré. Et transfert illégal de devises à l'étranger. Donc, ça ne serait pas étonnant que ce monsieur, comme Cahuzac et bien d'autres, ait des comptes à l'étranger, peut-être en Suisse, peut-être ailleurs. Voilà. Donc, c'est aux flics de la brigade financière de faire leur boulot. Mais bon,
avec un ministre comme Gérald Moussa Darmanin, qui est sur le coup d'une plainte pour viol, c'est vrai qu'on a quand même un sacré gouvernement. Hein. Puis rappelez-vous que M. Gérard Fauré, le dealer du gratin, de la Jet Set, etc., avait balancé le nom de Dupond-Moretti. Il aimait bien, ce monsieur, la bonne coque, la bonne cocaïque, et consommait sec et pas occasionnellement. Hein. Donc, un ministre de la Justice qui bossait au black, évadé fiscal, pote avec la pègre et cocaïnomane, c'est quand même pas mal. C'est ça le nouveau monde de Macron. Franchement, après Castaner, le joueur de poker, et donc Moussa, avec un petit peu, je dirais pas que c'est un partouzard, mais bon, guidé un petit peu par sa libido. Ben voilà, donc on a notre ministre de la Justice qui complète le tableau. Hein. Voilà. La France est vraiment sur les bons rails. Enfin, quand je dis sur les bons rails, un rail de coke évidemment, hein. De la colombienne certainement, enfin bon, bref. Voilà. Je clôt là-dessus sur M. Moretti. Nous, bon peuple, ben, nous faisons une déclaration de revenus, mais pas les autres. Je clôt 30 secondes. Me revoilà. Petit coup de fil imprévu. Je voudrais revenir avec vous sur l'affaire Traoré. Cette imposture, en fin de compte. Car, en fin de compte, plus intéressant dans cette affaire Adama Traoré, c'est un certain nombre de points qui donnent une signification politique profonde. C'est-à-dire que dès le début, il apparaissait quand même relativement normal pour quelqu'un qui veut se donner le mal de s'informer que nous n'étions pas en présence d'une bavure policière raciste, au contraire de ce que la famille d'Adama et sa sœur en particulier prétendaient. Nous étions surtout en présence d'une fratrie caractéristique de celle qui, par un fonctionnement clanique, un clan et délinquant, mettent un certain nombre de quartiers de banlieue ou de grandes banlieues en coupe réglée. Dès juillet 2016, on savait qu'il y avait une certaine marginalité sociale et un caractère délinquant de cette famille, voire mafieux, hein, et un comportement très mafieux, effectivement, d'Adama Traoré et de ses frères. Hein. La personnalité de ceux qui composaient le groupuscule Comité Adama et de ceux qui le soutenaient contribuait également au plus grand scepticisme, si vous voulez, sur l'histoire que l'on nous racontait. Concernant les faits eux-mêmes, il était assez facile de se documenter. Les positions judiciairement exprimées par les gendarmes mis en cause, ainsi que le travail des juges, étaient tout à fait accessibles. Contrairement à la récente affaire Choubia, où la bavure est difficilement réfutable, Adama Traoré, arrêté parce que délinquant et non pas parce qu'il était noir. Il n'a pas été victime de violences ayant entraîné son décès de la part des gendarmes. Donc, malgré l'agitation entretenue par ce comité, les soutiens des petits bourgeois préposés habituels, la complaisance de certaines organisations de gauche, le sujet n'intéressait pas grand monde. Puis, il y a eu la sortie du confinement, quelque part une séquence quand même d'une énorme violence sociale. Voilà, c'est quand même ce confinement, oui, socialement, c'est très très violent d'imposer ça à la population. Et puis, en fin de compte, vous avez l'importation opportuniste à ce moment-là, en France, d'un phénomène essentiellement américain, anglo-saxon, et avec ça, on ose prétendre que la France était coupable d'un racisme d'État systémique dont l'affaire Traoré devenait le symbole. Dans ce coup, une brutale mobilisation d'un grand nombre de jeunes, ignorant tout de la réalité du dossier, bien entendu, et qui ont trouvé un exutoire nourri des luttes sociales précédentes et des frustrations nées du confinement. Et cette incontestable bonne foi dans l'adoption du mensonge et de l'imposture visant Adama Traoré, cela en fait le martyr du racisme policier français. Voilà. Mais évidemment, quelques semaines après, cela finit par se fracasser sur la réalité grâce à un dévoilement, si vous voulez, certes laborieux du réel et la révélation du caractère irréfutiblement détestable de la délinquance imposée par la fratrie Traoré à son environnement, bien sûr. Hein. Alors bien sûr, il y a des jusqu'au-boutistes qui tentent de continuer à s'accrocher à l'argument sur lequel Adama Traoré était peut-être un voyou brutal et un violeur, mais il ne méritait pas la peine de mort infligée par les gendarmes. C'est un mensonge
que réfute la vérité judiciaire, la seule qui compte. Ça résulte d'une élaboration de 4 ans de travail par l'instruction, à la base de témoignages multiples, d'analyses, de recollement d'informations, d'expertise par des médecins assermentés. Bien sûr que la partie civile, dont c'est le droit, continuera à réclamer de nouvelles investigations qui ne mèneront à rien, surtout quand on voit que les dépositions qu'elle réclame sont immédiatement suivies de plaintes pour faux témoignages contre ceux qu'elle avait cités. Dès que ça ne va pas dans le sens de la famille Traoré, automatiquement, celle-ci dit « Ah oui, mais on lui a demandé de témoigner, mais il ne dit pas ce qu'on veut, donc c'est un faux témoignage. » Voilà. Donc, à considérer que tous les intervenants, magistrats, témoins, experts, sont tous achetés par la raison d'État, la réalité que l'affaire Adama Traoré, au contraire de l'affaire Chauviat, n'est pas une bavure policière. Alors évidemment, vous avez des tas de gens qui suivent l'histoire, hein, ce sont des menteurs cyniques, soucieux de leur clientélisme d'épiciers électoraux, ça va continuer dans des contorsions ridicules. Hein. Je pense notamment à ce fameux Gérard Miller, hein, quand même connu, hein, parlant de la famille Traoré. Arrêtez de commencer à jeter le soupçon sur la famille Traoré, cette famille est héroïque, elle mérite de rentrer dans l'histoire de France. Je rêve. Et il y a des mecs qui passent à la télé pour raconter des conneries comme ça. Revenons à la raison d'État, car c'est elle qui donne tout son sens politique à la séquence à laquelle nous venons d'assister. Comment ne pas relever justement l'attitude de l'État français qui, après la fameuse manifestation devant les palais de justice, a immédiatement pris le parti du comité Adama et de sa porte-parole. C'est Emmanuel Macron qui demande à Nicole Belloubet, ministre de la Justice, de violer la séparation des pouvoirs et de recevoir en urgence la famille. C'est le ministre de l'Intérieur affirmant immédiatement et solennellement l'autorisation donnée aux partisans du comité de violer la loi qui interdisait les manifestations pour raison de pandémie. Le même ministre envisage également l'organisation dans la cour de préfecture de police d'une cérémonie expiatoire au cours de laquelle les policiers se seraient mis à genoux. Castaner. Incroyable, incroyable. Et puis après, vous avez la grande presse, appartenant à l'oligarchie qui parraine et soutient Emmanuel Macron depuis le début de son aventure politique, qui transforme Assa Traoré. C'est la nouvelle Jeanne d'Arc, hein. C'est l'héroïne de la France, la faisant s'exprimer sans contradiction sur tous ses plateaux, s'étaler sur toutes les couvertures de la presse, sur papier glacé, entre Brigitte Macron et Édouard Philippe, en passant par Stéphane Bern, une certaine complaisance accompagnée de celle des people et d'autres starlettes appartenant à la cour se précipitant pour s'afficher à ses côtés. Voilà. Voilà. En fin de compte, l'état de Macron, l'état politique, le gouvernement macroniste, en tant qu'État-lui, n'entend surtout pas protéger les citoyens qui subissent la violence de ces couches déclassées issues de l'immigration. Voilà. Les forces de police sont confrontées à la délinquance des banlieues, des centres-villes abandonnés, comme le sont à Rennes, Nantes, Bordeaux, Montpellier et certains arrondissements de Paris. Voilà. Et tous ces arrondissements sont pris, en fin de compte, en une espèce de tenaille. Hein. Toute intervention contre la délinquance violente, mais cette délinquance violente, elle est qualifiée d'incivilité par le chef de l'État. Donc, vous allez intervenir pour protéger la loi, mais en fin de compte, vous serez dénoncé, vous serez exposé, et les auteurs en uniforme risquent des procédures disciplinaires et des sanctions pénales. Donc, en fin de compte, la police, si vous voulez, regarde ailleurs, ce qui est d'ailleurs très souvent le cas. Hein. Il ne s'agit pas de dire que le racisme et les bavures n'existent pas, mais que le contexte récent vient de changer la donne. L'affaire Chouviat, par contre, qui s'est produite au mois de janvier dernier, relevait du contexte des répressions policières sans frein, mis en œuvre par le pouvoir contre les mouvements sociaux, ayant créé, chez les représentants de l'ordre, une ambiance d'impunité. Comme leurs collègues qui cassaient du gilet jaune et du syndicaliste, ceux qui ont brutalisé allant faire mourir le livreur, donc Cédric Chauviat, pensaient être protégés. Aujourd'hui, la situation est nouvelle. En fin de compte, les forces de l'ordre ont compris qu'elles sont réservées à la répression des mouvements sociaux, comme c'est le cas depuis 2 ans avec les gilets jaunes. Là, elles peuvent taper. Hein. C'est une mission qui est essentielle à la survie du macronisme, et les moyens ne sont pas comptés pour casser un mouvement ouvrier, un mouvement populaire, un mouvement populiste, un mouvement souverainiste. Tout est fait. On peut m'attaquer, on peut
gazer le service hospitalier, les services d'urgence, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a les délinquants des quartiers périphériques, enfin, quand plutôt les habitants des quartiers périphériques sont mis sous la coupe de la délinquance, eh ben, on passe des contrats avec les brigands et l'État abandonne les rues à des bandes violentes qui donc confisquent la loi en fin de compte. Quand vous voyez les rodomontades de Darmanin sur l'ensauvagement, ou la ridicule expédition de Castex à Dijon annonçant triomphalement l'arrivée de 50 CRS dans une ville où il y avait des voyous lourdement armés de Kalachnikov, ça peut tromper personne, c'est complètement ridicule. La police républicaine qui devait protéger les citoyens, en fin de compte, eh ben, sa mission prioritaire, c'est de préserver le pouvoir minoritaire et impopulaire de Macron, et on laisse la pègre, les bandes, oui, s'occuper des quartiers et faire ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, voilà. On comprend mieux le soutien du système Macron à l'imposture Traoré. Macron se préserve son pouvoir, et puis ce qui peut vous arriver, vous, dans les quartiers, il s'en fout royalement. Une petite nouvelle, commerciale, économique. Vous savez que depuis des années, Airbus était en conflit avec Boeing, car, 110 ans, il y avait des règles qui n'étaient pas respectées d'après l'Organisation mondiale du commerce. Car il y avait des droits de douane qui étaient mis en place par les Américains. Voilà. Il y avait une négociation à l'amiable, l'Union européenne n'avait pas d'autre choix que d'adopter des sanctions tarifaires contre des produits américains. Je vous explique. En fin de compte, Airbus avait eu des prêts à un taux bonifié par l'Europe. Ce qui fait que Boeing a dit, oui, c'est pas juste, il bénéficie de taux privilégiés, donc c'est de la concurrence déloyale, et du coup, l'État américain a mis des taux de douane supplémentaires sur tous les produits français. Voilà. Donc après 16 ans de contentieux, il s'agit de la dernière étape afin de mettre fin à ce différend de longue date et supprimer toute justification aux droits de douane américains. Il y a eu 7,5 milliards de dollars de taxes douanières. Depuis 2004, Airbus et Boeing s'accusent mutuellement d'avoir donc touché des subventions publiques illégales afin de soutenir leur production. Il s'agit du conflit commercial le plus long et le plus compliqué traité par l'OMC. En octobre dernier, effectivement, c'est ce que je vous expliquais, l'OMC a autorisé les États-Unis à imposer à l'Union européenne des sanctions commerciales sous forme de taxes douanières d'un montant de 7,5 milliards de dollars sur les biens et services européens importés chaque année, afin de compenser les subventions accordées par les institutions européennes à l'avionneur Airbus. Ainsi, Washington impose désormais des tarifs douaniers punitifs à hauteur de 25% sur plusieurs produits importés de l'Union européenne, le vin, le fromage, les olives. Et puis les taxes douanières sur les avions Airbus ont été relevées de 10 à 15% en mars. Donc, maintenant, ils ont essayé de régulariser. Ça devrait être fait. Donc, l'Union européenne attend, quant à elle, toujours que l'OMC l'autorise à imposer des droits de douane en réaction aux subventions indues versées par Washington à Boeing. Vous voyez, c'est chacun à son tour. Et voilà. Et donc, Bruxelles et Washington essayent de négocier un accord là-dessus. Mais un collègue m'avait envoyé un petit peu des éléments. Il me disait, les USA sont-ils vraiment nos meilleurs amis et alliés? Certainement pas. Et il terminait en me disant, le commerce est une continuation de la guerre par d'autres moyens. Sun Tzu, 6e siècle avant Jésus-Christ, un penseur chinois. Donc, il serait peut-être temps de penser que la Russie est certes beaucoup plus européenne, et l'Amérique, eh ben, c'est un continent, l'Amérique est américaine. Donc, nous sommes tellement soumis aux Américains, au détriment, effectivement, de nos intérêts. Je rappellerai quand même que beaucoup de pays européens
qui font partie donc de la CE, etc., de la communauté économique, touchent des subventions de Bruxelles grâce aux cotisations d'États comme la France ou l'Allemagne, et avec cet argent achètent du matériel de guerre américain, des avions américains, des chars américains, notamment la Pologne, mais il y en a d'autres. Hein. Et voilà. Donc, il y a des bons chars français, il y a des avions de guerre, il y a des Rafales, il y a des choses comme ça, il y a un avion européen aussi. Eh ben non, ils achètent de l'américain. Donc, quand on parle d'Europe, on est complètement noyauté par des intérêts américains, par des multinationales, etc., des lobbies qui font pression pour que certaines réglementations ne passent pas et que nous soyons toujours dépendants des Américains. Voilà. Tout a été fait pour qu'on évite de faire des grosses sociétés européennes sous prétexte qu'il n'y aurait pas de concurrence. La seule exception, c'est qu'on vient d'apprendre que Alcatel, au niveau de tout ce qui est chemin de fer, ferroviaire, si vous voulez, matériel ferroviaire, pouvait racheter, avait l'autorisation de Bruxelles pour prendre le contrôle de la société Bombardier, qui a quelques usines, qui au départ enfin, est une société canadienne et qui a quelques usines en France de construction de wagons et de locomotives. Donc ils vont pouvoir, si vous voulez, être un petit peu plus gros pour concurrencer les fabricants, notamment chinois. Hein. Mais jusqu'à présent, sous prétexte de la libre concurrence, dès que deux Européens voulaient s'allier, on leur disait « Ah ben non, puisque vous allez occuper le marché à 80 ou 100%, et donc, en fin de compte, c'est très malsain. Donc on veut laisser qu'il y ait une concurrence. Mais le fait de laisser cette concurrence, en fin de compte, ça laissait de la place à tous les Chinois et Américains pour s'engouffrer et vendre leur matériel au détriment des entreprises européennes. Et donc voilà, on se contente déjà de cette histoire d'Alstom-Bombardier. C'est le seul point positif qu'il peut y avoir dans la politique économique européenne hein, pour le moment. Voilà. Nous attendons toujours l'Europe des batteries, mais bon, on verra par la suite si on est capable de construire nous-mêmes des batteries électriques pour nos véhicules. Et encore, quand on voit tout ce qu'on est obligé de mettre dans ces batteries, l'écologie n'en sort pas gagnante. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie pour tous vos messages, tous ces échanges. Et puis, je vous laisse continuer votre journée. Merci, likez, partagez. Un salut confraternel à tout le monde. Et puis, à très bientôt. D'accord ? Allez, merci. Partagez. Bisous à tous. Au revoir.